Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la dégradation du tronçon routier s'accentue en cette saison de pluie. Des automobilistes affrontent des énormes crevasses à Douala sous le regard silencieux des autorités de la capitale économique du Cameroun. Des usagers vivent un véritable calvaire entre de nombreux accidents et des pannes de véhicules enregistrées sur ces routes en mauvais état. On fait le point dans ce journal. Autre titre phare de ce 20h, la suspension du comité exécutif régional du SDF suscite un tollé de réactions dans le littoral. Cette décision de l'instance nationale du parti galvanise des militants candidats aux élections internes du SDF, mais d'autres y voient des dissensions profondes au sein du principal parti de l'opposition. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le retour des pluies a révélé au grand jour le mauvais état des routes dans la ville de Douala. Des automobilistes affrontent des énormes crevasses sur l'axe Makepe, hôpital général et cité des Palmiers dans le 5e arrondissement de Douala. Cette dégradation de la route entraîne de nombreux accidents et des pannes de véhicules. Malgré cette situation, les autorités administratives restent silencieuses face à ce problème. Innocent Abega et Flavien Dongo. Partir du lieu-dit Cour suprême pour l'hôpital général de Douala est un véritable chemin de croix. Je pense que l'état de la route est déjà très désagréable et comme vous pouvez le constater, il y a les nids de poules partout. La route est déjà trop aggravée. Il faut que l'État pense à arranger la route parce que ça crée tout embouteillage. Ça cause d'énormes embouteillages. Ici, chaque soir, on ne parvient même pas à passer. Souvent, les gens qui ont les voitures très bas comme ça gâte tout le temps qu'on sort. Et nous sommes surpris que depuis toutes les années, on ne fait que verser de l'argent et l'état de la route reste inchargé. La souffrance décriée ici par les usagers est vécue dans le 5e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Sur ces axes qui dépendent de la communauté urbaine de Douala, que ce soit à pied, en voiture ou encore à moto, le mauvais état de ces derniers ne rend pas la vie facile aux populations. On a du mal à traverser la chaussée. Il faut attendre, on a peur d'être bousculé par un bensikine parce qu'il va esquiver un trou, parce qu'il y a l'embouteillage. C'est pas du tout facile. Vous avez le mal de dos par exemple, vous avez les accidents, les embouteillages, ça crée beaucoup d'embouteillages quand vous avez un nid de poules comme ça. Pourtant, la route en question est un raccourci qui permet aux habitants d'Aquanor et d'ailleurs d'atteindre facilement l'hôpital général de Douala. Mais depuis que le calvaire s'est installé, les usagers pleurent. Ils pleurent sous le regard muet des décideurs qui la fréquentent malgré son mauvais état. Le délégué du gouvernement lui-même passe là de temps en temps. C'est une route, c'est un axe pour l'hôpital général. Là où les ambulances passent. Je ne vois pas pourquoi on laisse ça comme ça. Puisqu'il y a l'hôpital général qui est l'axe principal pour arriver à l'hôpital général, le passant ne peut pas arriver là-bas parce que la route est concassée là partout. Des nids de poules transformés en petits lacs sur la voie publique sont pour la plupart la cause des multiples accidents enregistrés à cet endroit. Et cet endroit est gâté depuis, moi-même je ne comprends rien. Vous voyez nombreux blessés, nombreux accidents par semaine. Surtout la nuit, la conduite est très mauvaise ici la nuit. Quand tu arrives dans la nuit, tu conduis à vitesse et tu vois un trou subitement devant toi, tu t'arrêtes et non seulement ça gâte même des voitures. À la communauté urbaine de Douala, on est sans réponse à toutes les difficultés que rencontrent les usagers sur des routes en mauvais état et relevant de son ressort. Bien plus, les négociations menées par les reporters pour tenter d'avoir des explications sur toutes ces accusations sont restées lettres mortes. Sur le terrain, les usagers ne décolèrent pas. Parce que le délégué du gouvernement, il ne connaît pas les problèmes des communes. C'est parce que c'est que cette histoire du délégué du gouvernement qui doit surdominer des mairies que nous votons. Avec le retour des pluies, le vrai visage des routes en mauvais état à Douala se dévoile de plus en plus. Le comité exécutif régional du SDF a été suspendu de toute activité dans la région du littoral. Cette décision de l'instance nationale du parti fait suite aux nombreuses irrégularités et aux plaintes
de certains candidats aux élections internes au sein du SDF dans la région du littoral. Des précisions avec Mitterrand Dame et Éric Martial Ndiomo. En tête de file des activistes pour cette décision figure Célestin Djamène, candidat déclaré à la présidence régionale du Social Democratic Front pour le littoral. Il se réjouit de cette victoire d'étape. À la suite de mon plaidoyer, j'estime être un plaidoyer vibrant, tonitruant et honnête, le NEC a pris la résolution de sanctionner le bureau exécutif régional. C'est-à-dire de dissoudre, d'aucuns disent suspension, mais c'est un mot un peu gentil, un mot courtois. En vérité, ce bureau est dissous, totalement dissous. Et par ricochet, le président régional sortant, en vérité l'ancien président régional, est suspendu de ses fonctions, donc en tant que président régional. De nombreux autres cadres de ce parti dans la capitale économique comprennent eux aussi cette résolution du NEC. C'est le cas d'Emmanuel Kounié, candidat à la circonscription départementale SDF du Vouri. Ce n'est pas M. Nietzsche qui a été suspendu, c'est le bureau régional qui a été suspendu de toutes ses activités, pour la simple raison qu'étant donné qu'on est en période de compétition, on voit un peu mal les actions que le président Nietzsche pouvait mener sur le terrain, étant entendu que lui-même est candidat à sa propre succession. Ses concurrents ont estimé que le fait qu'il soit président régional, qu'il soit capable de convoquer un comité exécutif régional, etc., faisait que la balance pouvait peser un peu plus facilement de son côté. Donc, ceux-là ont estimé qu'on demandait au NEC de faire en sorte que les candidats puissent aller au même pied d'égalité. Jean-Michel Nietzsche compétira désormais, selon ses adversaires, avec les mêmes armes qu'eux. Célestin Djamène a par ailleurs accusé la commission Tsoumelou en charge de l'organisation du renouvellement des organes du SDF dans le littoral de partialité. Effectivement, j'assume ces propos parce que autant M. Tsoumelou ne peut pas être partout à la fois, autant j'estime que, je ne citerai pas de nom ici évidemment, certains éléments de cette commission se sont complètement mis de connivence, se sont rendus coupables de connivence avec l'un des candidats. La date de l'élection d'un nouveau bureau du Social Democratic Front dans le littoral n'est pas encore connue, mais déjà 3 candidatures sont clairement dessinées. Celle de Jean-Michel Nietzsche, Célestin Djamène et de l'ancien maire John Dangle Koumaze. La rencontre du NEC à Bamenda a aussi été l'occasion pour le chairman du SDF de taire toute spéculation sur une candidature autre que la sienne pour 2018. Il a d'ailleurs commis un ouvrage pour cela, ouvrage qui met en avant sa pensée politique et sa vision du Cameroun. Nous reviendrons sur les enjeux du processus électoral au sein du SDF et l'avenir du principal parti de l'opposition dans la deuxième partie du journal. Mais avant, Essimi Méné a-t-il échappé aux ennuis judiciaires au Cameroun? L'ex-ministre de l'Agriculture est convoqué au tribunal criminel spécial quelques mois après son évacuation médicale. Des sources affirment qu'il réside désormais aux États-Unis d'Amérique. Comment l'argentier du Cameroun, l'ancien argentier du Cameroun, est-il entré dans le collimateur de l'épervier? Esquisse de réponse avec Aïk Cyril. Les malheurs de Essimi Méné commencent 2 semaines avant le remaniement ministériel du 2 octobre 2015. Victime d'un accident vasculaire cérébral en plein exercice de ses fonctions de ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il verra sa santé se dégrader considérablement. Un malheur ne venant jamais seul, Essimi Méné est éjecté du gouvernement lorsqu'arrive enfin le remaniement ministériel. Admis à l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale le 11 octobre 2015 à Yaoundé, le désormais ex-membre du gouvernement introduit une demande d'évacuation sanitaire qui est rejetée le 16 octobre 2015. Dans la foulée de ce rejet, l'on apprend que Essimi Méné est interdit de sortir du pays parce que visé par 2 affaires au tribunal criminel spécial. La première, baptisée Affaire Amity Bank, dans laquelle l'ingénieur statisticien doit s'expliquer sur un ordre de versement de plus de 9 milliards de francs CFA à la Banque Atlantique pour permettre à cette dernière de recouvrer les créances de Amity Bank. La deuxième affaire, quant à elle, celle de la défunte Société camerounaise de tabac, met en jeu un peu plus de 50 millions de francs CFA. Alors que l'étau semble se resserrer sur Essimi Méné, le ministre de la Santé publique entre en jeu le 25 octobre 2015. Dans une correspondance adressée à la présidente de la République
André Mamafouda fait savoir que le diagnostic des médecins est sans complaisance sur l'état de santé de Essimi Meigné. Pour le MinSanté, l'ex-ministre de l'Agriculture et du Développement rural mérite bel et bien une évacuation à l'étranger, faute de quoi il pourrait tout aussi être transféré soit à l'hôpital de référence de Sangmélima, soit à l'hôpital général de Douala, qui présente chacun un bon plateau technique. Appelé à trancher sur cette affaire qui embrasse le Cameroun, Paul Biya opte pour une évacuation sanitaire hors du pays. Le 1er décembre 2015, Essimi Meigné s'envole à bord d'un avion médicalisé pour les États-Unis d'Amérique. Au terme d'une opération chirurgicale réussie, l'ancien ministre retrouve les institutions de Bretton Woods où il officie depuis lors comme meilleur expert pour aider les pays africains à développer le potentiel des agro-entreprises. Essimi Meigné, qui, au plus fort de sa maladie, avait été convoqué à comparaître, est-il prêt à retourner au Cameroun pour une audition au TCS? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Peut-être vous l'ignorez, mais ils sont de plus en plus nombreux des enfants qui décèdent à la suite d'un sevrage brusque et sévère du lait maternel. Malgré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, des femmes donnent moins de lait maternel durant les 6 premiers mois de leur nouveau-né. Reportage Joël Essengue et Yannick Mbazwa. On ne cessera jamais de le marteler, le lait maternel est la meilleure forme d'alimentation pendant la première enfance. Le lait de la mère, c'est le lait qui convient le plus au bébé à partir de la naissance. Et le système digestif de l'enfant est fait tel que ça peut digérer très bien le lait maternel. Et ça contient tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit protégé contre les maladies qui tuent les jeunes enfants, comme nous connaissons bien, et fait aussi que l'enfant grandisse normalement. Malheureusement, force est de constater que beaucoup de jeunes mères balayent du revers de la main ce conseil et sèvrent leurs enfants avant l'âge de 6 mois. Bon, je peux dire que si les mamans sèvrent les enfants avant l'âge de 6 mois, c'est surtout parce qu'elles n'ont pas compris le bien fondé de l'allaitement maternel. Par conséquent, bienvenue les maladies ou alors la mort. Les mères sont donc appelées à tourner le dos à certaines excuses peu orthodoxes de sévrage de leurs enfants. Ce n'est pas l'enfant qui refuse, c'est la maman qui refuse de donner à l'enfant. J'ai appris les mamans qui disent que mon sein est gâté. Donc, et pourquoi, comment est-ce que tu dis que le sein est gâté? On dit oui, c'est parce que j'ai perdu 2 enfants à cause de mon lait. Donc souvent, c'est les mythes, c'est les croyances qui n'ont pas un fondement. Et ça fait donc que la maman refuse d'allaiter son bébé. S'il est vrai que certains enfants observent parfois la grève du tété, les mamans ont pour devoir d'insister car il y va de la santé de leur progéniture. Le Cameroun s'implique enfin dans la gestion des demandes d'asile et d'octroi du statut des réfugiés au Cameroun. La signature d'un protocole de transfert entre le Haut Commissariat des réfugiés et les pouvoirs publics a eu lieu ce jour à Yaoundé et des réfugiés espèrent ainsi voir accélérer les différentes procédures relatives à l'obtention d'une asile au Cameroun. Reportage Marcelin Gansop. Au-delà de l'inauguration des locaux où seront désormais traitées les demandes d'asile, le Cameroun vient de franchir un cap important dans la gestion des réfugiés vivant sur son territoire. Avec la signature du protocole de transfert des activités, il lui revient désormais de déterminer le statut des réfugiés via les 2 commissions, que sont la commission d'éligibilité et celle en charge des recours. Tâche qui était jusqu'ici dévolue à la représentation nationale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il y aura d'abord la facilité de détermination du statut de réfugié parce qu'il y a 2 commissions, commission d'éligibilité et commission de recours. Au moment où c'était les HCR qui s'occupaient de la détermination, nous avons le problème. Pourquoi? Parce que aller justifier chez la même personne qui donne soit les statuts, soit les négatifs, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça ne sera pas très compliqué. Pourquoi? Parce que dès que la commission d'éligibilité vous donne un avis négatif, nous allons aller vers la commission du recours.
Et allez me voir, par exemple, allez me voir jusqu'à peut-être la Cour suprême, puisque l'affaire maintenant est entre la main des Camerounais. Ça va changer beaucoup de choses. Il y a des réfugiés qui ne peuvent plus rentrer dans le pays. J'espère qu'ils auront la nationalité, ce qu'on appelle naturalisation. Il a fallu 11 ans pour que le Cameroun prenne enfin en main la question des réfugiés vivant sur son territoire. Vous voyez que les choses sont allées très vite. Un décret a été signé en 2005 par lequel le Cameroun acceptait d'assumer cette gestion des réfugiés, et un deuxième décret est arrivé en 2011 pour permettre qu'il y ait la mise en place, n'est-ce pas, des structures, des organes qui doivent donc assumer cette gestion de ce dossier. La détermination du gouvernement est là. Regardez vous-même les beaux bâtiments qui sont là, on ne va pas les laisser vides et laisser ce personnel sans travail. Le ministre des Relations extérieures est précis et annonce que le secrétariat technique entre en fonction le 1er octobre prochain. La date de fonctionnement, c'est le 1er octobre 2016, à 2017. Donc, dans quelques jours. Les bâtiments dans lesquels seront désormais traités les dossiers des réfugiés ont été réhabilités et équipés aux frais du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR, qui travaille aux côtés du gouvernement pour assurer protection et assistance à quelques 350 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Ils vivent pour la plupart dans les régions de l'Est, de la Damawa et de l'extrême nord. Le Cameroun sollicite encore des banques chinoises pour financer des projets structurants au terme d'un accord signé ce jour entre la Banque industrielle de Chine et le ministre de l'économie. Près de 280 milliards de francs CFA doivent être débloqués pour la construction d'un barrage dans la région de l'Adamawa, également la construction de la deuxième phase du port de Kribi et l'étude de faisabilité de construction d'un nouveau siège pour l'Assemblée nationale. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural compte mettre en vitrine le potentiel agricole et les stratégies du gouvernement en vue de booster l'agriculture dans le pays. Toute cette stratégie sera présentée à partir du 23 août prochain lors du salon baptisé La vitrine du Cameroun. Compte rendu, Yannick Mbazwa. Je vous parlais donc de ce ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui compte exposer le potentiel agricole du Cameroun et les différents programmes mis en place pour développer l'agriculture dans le pays. Ces stratégies seront présentées du 23 au 28 août prochain lors d'un salon baptisé La vitrine du Cameroun, un salon qui se tiendra du côté de Yaoundé. Reportage Yannick Mbazwa. La participation du ministère de l'Agriculture et du Développement durable à la 5e édition de la vitrine du Cameroun est indispensable, car elle permettra à ce ministère de faire connaître au grand public sa chaîne de valeur. Comment est-ce que le ministère ne s'arrête pas seulement à la production des produits du cru, mais va au-delà, c'est-à-dire qu'en faisant de la transformation, vous allez voir les produits transformés made in Cameroun. Et vous êtes sans ignorer que le plus nous rallongeons la chaîne de valeur agricole et le plus nous créons de l'emploi et le plus nous créons de la richesse. C'est ce à quoi le ministère de l'Agriculture s'emploie, n'est-ce pas, depuis un certain temps. Les jeunes auront ainsi l'occasion de se frotter à toutes les opportunités que leur offre le MINADER par le biais du programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs. C'est un programme qui a un certain nombre d'années et qui a une certaine expérience parce que le MINADER accompagne les jeunes sur des sites aménagés par l'État et nous avons 9 sites à travailler. Sur les micro-bassins, nous en avons déjà 5. Donc nous offrons la terre aux jeunes, ce qui est d'abord le premier capital dans la production de l'agriculture. Et nous accompagnons les jeunes diplômés de nos centres de formation spécialisés en agriculture. Et les jeunes diplômés en général, ceux qui sortent des universités ou ceux qui n'ont pas pu atteindre cette école, nous avons des formations à la carte. Durant ce grand rendez-vous de rencontres et d'échanges, le département ministériel exposera sa quarantaine de projets à l'instar des cellules manioc où de nombreuses usines de transformation du précieux féculent sont en train d'être installées. Le manioc, comme vous le savez, est le deuxième féculent au monde après le riz. Et le manioc est l'une des spéculations les plus consommées au Cameroun.
Les Camerounais ont donc le droit de se poser la question de savoir si avec la mise en marche des usines dont j'ai parlé beaucoup plus haut, il ne se posera pas un problème de famine, un problème de déficit de manioc. Et il faudrait apporter des réponses aux Camerounais. Il faudrait expliquer aux Camerounais ce que le ministère de l'Agriculture est en train de faire actuellement pour prévoir, pour mettre en œuvre une politique de nature à ne pas créer un déficit de manioc sur la place. Une adhésion du Minader qui crédibilise sans grand commentaire la notoriété de la vitrine du Cameroun. Eh bien, il faut dire que c'est un sentiment de satisfaction et vous le savez très bien, c'est un ministère très important qui regorge en son sein un peu plus de 50 structures sous tutelle et des programmes en fait. Donc cette confirmation nous démontre aujourd'hui que nous sommes sur la très bonne direction. En dehors du Minader, plusieurs autres départements ministériels seront de la partie. Ces rencontres vont se poursuivre au sein des autres départements ministériels parce que l'idée est de faire participer le gouvernement à travers ces ministères, les structures sous tutelle des ministères et des projets et programmes gouvernementaux. À ce jour, plus de 250 organisations ont déjà réservé leurs espaces. Le rendez-vous est donc pris du 23 au 28 août 2016 au Musée national de Yaoundé et l'entrée sera libre et gratuite pour tous. Vitrine du Cameroun 2016, 5e édition, avec le sponsor officiel de Camtel. Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. Les laboratoires Biopharma célèbrent l'excellence scolaire. Des fournitures, mais aussi de nombreux cadeaux ont été remis aux élèves qui se sont distingués durant l'année scolaire 2015-2016. Reportage. Récompenser le mérite et l'excellence, telle est la mission que se sont assignés une fois de plus les laboratoires Biopharma pour embellir la fin de l'année scolaire 2015-2016. Depuis le 1er juin dernier, une tournée a donc été entreprise dans plusieurs établissements primaires et secondaires de différentes régions du Cameroun, et ceci dans le but non seulement d'encourager, récompenser et féliciter les meilleurs, mais également d'inciter les jeunes à l'amour du travail ainsi qu'au culte de l'effort, que ce soit au lycée de Makepe, au lycée technique d'Aqua, au lycée bilingue de Bépanda en passant par le collège évangélique de Newbel ou encore au complexe Loris Bilingual Academy. Pour ne citer que cela, les laboratoires Biopharma ont répondu présent. Environ 500 élèves qui se sont démarqués tout au long de l'année scolaire par leur assiduité, discipline et résultats excellents ont bénéficié de nombreux lots de produits de beauté ainsi que des bourses scolaires allant de 25 000 francs CFA à 150 000 francs CFA des mains de la Miss Biopharma venue rehausser de sa présence ces cérémonies de récompense. En tant que Miss Biopharma, c'est un plaisir pour moi d'avoir participé à cette cérémonie qui consiste à promouvoir l'excellence scolaire et encourager les plus méritants au lycée de Newbel et dans beaucoup d'autres lycées. Et on encourage aussi les autres à aller de l'avant et à faire de meilleurs efforts. Un geste hautement apprécié par les récipiendaires. Je remercie particulièrement les laboratoires Biopharma d'être venus nous assister en cette journée de challenge scolaire Bépanda 2016. En particulier moi qui ai obtenu en ce jour le titre de première du lycée bilingue de Bépanda. Les meilleurs enseignants, principaux acteurs de l'éducation de ces élèves ont été également primés à travers des bourses octroyées à hauteur de 50 000 francs CFA. Des récompenses reçues non sans exprimer leur gratitude. I'm so happy to receive this prize from Biopharma, so I just say thank you. So I'm so happy. It was just like it was a big surprise. I never expected something like this from Biopharma, so I say thank you, Biopharma. Pour les parents d'élèves et les responsables de ces différents établissements, c'est une joie de savoir que l'entreprise citoyenne Biopharma pallie à ses responsabilités sociales en soutenant l'éducation par la promotion de l'excellence. Je me réjouis déjà de l'accompagnement de Biopharma et je vais vous dire que ces enfants utilisent MobiBébé depuis bien longtemps. Donc, si MobiBébé fait de beaux bébés, je crois qu'on peut aussi dire qu'ils font des bébés intelligents. Merci, merci Biopharma, merci. Je dis merci à la société Biopharma qui a bien voulu rehausser l'éclat de cette distribution des prix. Et je reste convaincue que comme j'aime la beauté, Biopharma va me garder toujours plus belle.
Je pense que la beauté rime avec l'excellence. On ne peut pas être beau si on n'est pas excellent. Donc je pense que toutes ces sociétés, notamment la société Biopharma qui depuis l'année dernière est devenue le sponsor également naturel de cette cérémonie. Nous disons que la société Biopharma ne fait pas que dans le cosmétique, dans le commerce, mais également dans tout ce qui est beau et dans tout ce qui va dans le sens de l'amélioration du milieu scolaire. Il faut dire que cette énième tournée de récompense du mérite scolaire par les laboratoires Biopharma s'inscrit dans l'engagement pris depuis plusieurs années afin de soutenir et accompagner une jeunesse ambitieuse tout en promouvant la beauté intellectuelle. En tant qu'entreprise citoyenne, ce fut un plaisir pour les laboratoires Biopharma d'accompagner ces différentes cérémonies qui visaient à promouvoir l'excellence scolaire. Nous croyons en une jeunesse dynamique, nous croyons en une jeunesse ambitieuse, capable de relever les défis, raison pour laquelle nous serons toujours là lorsqu'il faudra promouvoir la beauté intellectuelle. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Maître Adeline Ndjongan. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Cédric Moufélé. Vous êtes avocate, militante du SDF. Vous faites également partie du Conseil juridique national du SDF. Pourquoi, ce week-end, le comité exécutif national du SDF a pris la décision de suspendre son comité régional dans le littoral? Bonsoir, chers téléspectateurs. Il faudrait d'abord expliquer de quoi est constitué le comité exécutif régional. Il est constitué du président et de ses membres, des présidents de ses conceptions, des membres des bureaux de coordination et autres. Parce que quand on va à une élection du comité exécutif régional, ce sont des grands électeurs que nous avons. Donc, ce n'est pas ouvert à tous les militants. Donc, et une commission a été mise sur pied depuis plusieurs mois. Qui a commencé un travail. Avant qu'on arrive à cette commission-là, oui. Il y a une décision qui est tombée ce samedi lors d'une réunion du comité exécutif national. Oui. Et au terme de cette réunion-là, le NEC a décidé de suspendre le comité exécutif régional du SDF dans le littoral. Pourquoi cette décision a été prise? Avant qu'on en arrive, on reviendra sur ces autres éléments. Pourquoi la décision a été prise concrètement? La décision a été prise concrètement parce que cette commission étant déjà au terme de son travail, pratiquement à 95% de son travail, parce que cette commission a présenté des rapports qui ont été validés. On parle bien du comité régional? Oui, non. Comité régional exécutif. La commission du NEC a présenté un rapport qui a été validé à 95%, un rapport qui a été validé, et ce rapport a déjà fait effectuer un travail à 95%, dont nous allons maintenant concrètement à l'élection régionale. Et pour aller à cette élection, nous sommes dans un parti social-démocrate où on prône l'égalité de chance de tout le monde et de tous les militants. Et je pense que dans cette optique, il était important de substituer carrément la commission à la région pour effectuer ce travail dans un esprit de justice, d'équité et d'égalité de tous les militants. Est-ce que ce ne sont pas les plaintes justement des candidats à cette élection à la présidence régionale du SDF qui ont contraint le NEC à décider de la suspension du comité exécutif régional du SDF dans le littoral, et à la tête de laquelle se trouve le député Jean-Michel Nithieu? Je ne pense pas que ce soit des plaintes, parce que la commission même qui a présenté son rapport ne s'est jamais plaint et n'a jamais posé un quelconque problème quant à la personne ou quant à la structure sortante. Et je pense que cette commission a présenté son rapport, et cette commission a fait un travail excellent qui a été validé par le NEC. Et aujourd'hui, toutes les structures ont été validées. Et nous attendons l'élection régionale, et je pense que ça va se faire dans des jours sûrement très proches. Et en ce qui concerne pourquoi on a pris cette décision, je vous dis, c'est dans le sens
de préserver et de consolider l'égalité de chance de tous les candidats. Mais on observe quand même que depuis près de 2 ans, le NEC a mal à partir avec la région du SDF. Il y a déjà 2 commissions qui avaient été mises en place. La deuxième qui a été mise en place en l'espace de 2 ans pour venir régler les problèmes internes au sein du SDF. Est-ce que cette situation, cette restructuration des organes du SDF ne révèle pas des dissensions profondes au sein du parti, notamment dans son bastion du littoral? Non, il n'y a aucune dissension et je pense que quand chaque militant décide d'adhérer, lorsqu'il devient militant, chacun a ses ambitions, ses convictions, ses aspirations. On ne peut pas empêcher un militant d'avoir ses aspirations et ses ambitions. Mais il y en a qui pensent que les caciques du parti SDF, ceux qui sont là depuis près d'une dizaine d'années à la tête de la région du littoral, ne souhaitent pas qu'il y ait eu un vent de renouvellement. Moi, j'estime, l'électeur, c'est le militant, et cet électeur est bien défini, et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous citais déjà qui est électeur, qui sera délégué à la conférence. Alors je demande à tous les militants et à tous les candidats, potentiels candidats, de rentrer dans les structures, aller battre tout simplement en campagne. Mais je dis encore, moi je suis conseillère juridique nationale, parce que nous sommes 10 conseillers juridiques nationaux, dont je suis la seule femme. Et je dis, lors de la réunion du NEC du samedi 30, nous avons validé le rapport présenté par la commission Tsumelo. Et ce rapport a déjà achevé son travail à 95%. Et nous allons tout simplement à l'élection régionale. Alors, ce rapport de la commission Tsumelo, est-ce qu'elle n'est pas revenue, cette commission, sur ces dissensions internes, justement, entre le courant des progressistes militants du SDF et ceux des conservateurs au sein de ce parti dans la région du littoral? Le rapport n'a pas fait cas des courants, mais le rapport faisait plutôt cas des élections, des conférences électives qui ont eu lieu et celles qui ont été validées. Il y a eu de nombreuses irrégularités qui ont été dénoncées par certains candidats malheureux, par d'autres militants du SDF. Est-ce que ces cas ont été remis au goût du jour lors de cette réunion du NEC? Des cas qui ont été remis au goût du jour, malgré que ça a été remis, ces élections ont été validées. Puisque la commission a dit qu'elle a fait son travail dans l'impartialité, elle a vérifié les cas et ont estimé qu'il fallait que cette élection soit validée. Alors, en attendant donc la tenue des élections dans la région du littoral, il y a une autre polémique qui enfle au sein du SDF autour de la candidature de Joshua Ossi, pressenti selon la presse à la présidentielle 2018 comme candidat du SDF. Alors, on perçoit bien le malaise au sein du principal parti d'opposition sur cette candidature, alors qu'il y a une convention qui est annoncée pour février 2017. Est-ce que c'est un secret de polichinelle sur la candidature de Joshua Ossi? Ça ne serait pas un secret, parce que nous sommes dans un parti, et notre parti a des canaux. Et c'est à travers ces canaux qu'on postule en tant que candidat. Et je pense qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle n'est pas à l'heure et qu'à aucun moment, on n'a pas ouvert des candidatures pour que qui que ce soit postule et qu'il y a des canaux. Et chez nous, SDF, comme je le dis souvent, notre Bible, ce sont nos statuts. Dès qu'on a des statuts, c'est notre Bible. Alors, lors de la dernière élection présidentielle en 2011, le chairman du SDF avait laissé entendre que ce serait sa dernière élection présidentielle au cours de laquelle il prendra part. Est-ce que cette information-là, ce qu'il avait laissé entendre en 2011, va se concrétiser lors de la convention en février 2017, c'est-à-dire que le chairman va se retirer pour laisser la place à d'autres potentiels candidats du SDF capables de challenger d'autres candidats à l'élection présidentielle? Je crois qu'en parlant de ça ce soir, c'est de manière prématurée. Et prématurément, on ne peut pas parler de ça parce que nous ne sommes pas encore en 2017 ni en février. Alors, en février, lorsque le congrès sera lancé, j'invite tout simplement Equinox à être là et le débat se refera là sur ce point. Le NEC a signé une résolution appelant à la signature d'une pétition pour la libération de Laurent Gbagbo.— Pourquoi Laurent Gbagbo précisément?
Depuis, lorsque la crise ivoirienne a commencé, je pense que le SDF a fermement pris position pour Laurent Gbagbo et pour la méthode qu'a utilisée les Français et autres. Et à l'époque, le SDF avait estimé que Laurent Gbagbo avait gagné son élection et le chairman ainsi que tous les militants ont pris position, ont soutenu Laurent Gbagbo. Et c'est dans cette optique que nous continuons à le soutenir. Vous ignorez toutes les accusations portées contre lui, à savoir crimes contre l'humanité et crimes de guerre à la Cour pénale internationale? C'est vrai que des accusations ont été portées contre Laurent Gbagbo, mais ces mêmes accusations ont été aussi portées contre le camp adverse. Et plusieurs rapports de plusieurs organismes internationaux sont clairs là-dessus, que les exactions sont faites de toutes parts. Ça veut dire du camp adverse comme du camp Laurent Gbagbo. Alors, s'il faut poursuivre, il faudrait qu'à un moment, qu'on soit tous équitables et qu'on poursuive toutes les personnes qui sont impliquées. Merci Maître Adeline Diomgan pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes avocate, militante du SDF et membre du Conseil national juridique du principal parti de l'opposition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.